Alors, la prochaine demi-heure va être consacrée à une situation particulière de la vie, la grossesse. Grossesse et obésité, c'est le sujet abordé maintenant par Agnès Salé. Elle est médecin endocrinologue au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du CHU d'Angers. Agnès Salé a une expertise reconnue dans le suivi des grossesses après chirurgie bariatrique. Elle a notamment participé au groupe de travail Bariamat pour les recommandations sur ces grossesses concernées par cette chirurgie. Merci d'accueillir Agnès Salé. Merci, donc vaste sujet. Alors, on va tout d'abord planter le décor de la maladie obésité. Donc, comme vous le savez, l'obésité, c'est défini, c'est secondaire à un excès un bilan énergétique positif qui va entraîner un excès de masse grasse. Et en clinique, on l'approche par le calcul de l'indice de masse corporelle, avec toutes les limites que ça représente, puisque ça ne permet pas d'approcher le phénotype de l'obésité, ni vraiment, ça ne reflète pas la composition corporelle. Quoi qu'il en soit, c'est l'IMC qui est utilisé pour classer l'obésité en fonction de sa sévérité selon l'OMS, avec 3 grades, et le grade 3 au-delà d'un IMC de 40. L'obésité, en quelques chiffres, sont les données épidémiologiques. Donc, on dispose de données assez anciennes maintenant, celles qui étaient établies tous les 3 ans de 1997 à 2012, grâce à l'étude OBEPI. C'était des questionnaires auto-administrés avec, comme vous le voyez, une grande population, 25 000, pratiquement 26 000 sujets. Donc en 2012, la prévalence de l'obésité chez l'adulte de plus de 18 ans, c'était 15%. Chez les femmes, ça représentait 15,7%. Et chez les femmes en âge de procréer, c'était 11,1 à 15,5%. On a d'autres données épidémiologiques qui sont obtenues de manière différente, puisqu'il s'agit de recueils standardisés de mesures par des professionnels. Donc, on a l'étude ENNS en 2006-2007 et l'étude Esteban en 2014-2016, avec là, vous voyez, des échantillons de population beaucoup plus petits. Et en fait, on peut dire qu'il y a une stabilisation de la prévalence autour de 17% d'obésité chez les femmes. Et si maintenant on s'intéresse aux femmes en âge de procréer, donc là sur ces découpages d'âge, c'est pas très très précis par rapport à la grossesse puisque ça va jusqu'à 54 ans, mais c'est entre 11,3 et sans doute 17-18%. Donc premier chapitre que je voulais aborder avec vous, c'est l'obésité et la vie sexuelle à partir de cette enquête française de 2006 qui a concerné 12 364 personnes. Donc, c'était une sélection faite au hasard. Et chez les femmes, il y en a eu 6 824 âgées de 18 à 69 ans, dont 9% étaient obèses. Donc, cette enquête repose sur des entretiens téléphoniques anonymes de 49 minutes. Et les résultats étaient ajustés sur l'âge, la vie en couple, l'existence d'une maladie chronique, l'éducation, la limitation de l'activité et le nombre de partenaires sexuels. Les résultats, comme vous le voyez dans ce tableau, sont présentés en comparant les femmes d'IMC normales à celles qui sont obèses. Et pour chaque question, on a 2 catégories d'âge, 18-29 ans et 30-49 ans. Ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a significativement plus de grossesses non planifiées sur la vie en cas d'obésité chez les 18-29 ans. En ce qui concerne les IVG dans les 5 dernières années, quelle que soit la tranche d'âge considérée, il y en a significativement plus en cas d'obésité. Vous voyez les odds ratios entre 2 et 3,7. Il y a également, à l'inverse, le pourcentage de femmes qui ont eu des rapports et qui ont consulté un médecin pour une contraception dans les 12 ans est significativement moindre chez celles qui sont une obésité, quelle que soit la tranche d'âge. Et par contre, dans la tranche d'âge 18-29 ans, on voit qu'on a une utilisation moindre de la contraception, puisqu'on a un odds ratio à 2,5 pour celles qui n'en utilisent pas. Et en cas d'utilisation de la contraception, c'est moins souvent la pilule, c'est beaucoup plus souvent la méthode du retrait et le stérilet. Alors, rentrons dans le vif du sujet, l'obésité et la grossesse. Tout d'abord, on sait que l'obésité est une source de diminution de la fertilité.
avec une diminution de 5% des chances de concevoir spontanément par point d'IMC supplémentaire au-delà de 29 kg par mètre carré. Les études ont montré que les femmes obèses ont environ 3 fois plus de cycles anovulatoires et de troubles des règles que celles qui sont de poids normal. Et au final, quelle que soit la méthode de conception, les femmes qui ont un IMC supérieur à 25 vont avoir un risque accru d'avortement spontané. Donc l'obésité va être associée à des troubles qui vont favoriser l'infertilité chez la femme comme chez l'homme, avec chez la femme une mauvaise qualité des oocytes, un défaut d'ovulation et d'implantation, et chez l'homme une diminution de la qualité, de la concentration et de la mobilité du sperme. Je voulais vous présenter cette étude qui est récente de 2019 et qui est une des rares à en fait s'intéresser à la relation entre composition corporelle et fertilité. Il s'agit d'une étude observationnelle française, cas contrôle multicentrique. Vous voyez, il y a eu 302 participants. Il y avait 159 infertiles, répartis entre 79 hommes et 80 femmes, et 143 fertiles, 72 hommes et 71 femmes. Il s'agit d'une étude d'association entre la fertilité et des paramètres nutritionnels que sont l'activité physique, la sédentarité et la composition corporelle. Et dans chaque sexe, il y a eu un ajustement des résultats sur l'âge, le niveau d'éducation, le niveau d'activité physique, le comportement sédentaire, la masse maigre et la masse grasse. Donc, dans ce tableau, vous voyez que chez les hommes comme chez les femmes, le fait d'être infertile était associé significativement à un IMC supérieur, une plus grande fréquence de surpoids ou d'obésité et à une proportion de masse grasse plus importante. Par contre, il n'y avait pas de différence entre le fait d'être fertile ou infertile dans les deux sexes en ce qui concerne la masse maigre, le niveau d'activité physique et le temps passé assis. Ce qu'on observe ici, c'est que le niveau d'activité physique est associé à l'infertilité uniquement chez les hommes. On voit qu'il y avait proportionnellement plus d'hommes qui pratiquaient moins de 150 minutes d'activité par semaine chez les infertiles que chez les fertiles. Chez les femmes, ce qui ressort, c'est le comportement sédentaire. On a plus de femmes infertiles qui ont une sédentarité avec plus de 5 heures par jour. Par contre, on voit que dans les deux sexes, il y a une influence de la masse grasse, puisqu'on a significativement plus d'hommes et de femmes infertiles qui ont un pourcentage de masse grasse supérieur à la valeur de référence. Et pour ce qui est de la masse maigre, ça ne concerne que la femme, avec une différence significative entre le groupe fertile et infertile que chez les femmes, avec proportionnellement plus de femmes qui avaient une masse maigre inférieure à la valeur de référence en cas d'infertilité. L'obésité va avoir des conséquences sur la grossesse à tous les stades. Au premier trimestre, on a de nombreuses études qui montrent qu'il y a une augmentation du risque d'avortement spontané, mais également d'avortement à répétition et surtout de maladie du tube neural avec, vous voyez, un risque multiplié par 2 à 3. Au deuxième trimestre, ce qui ressort, c'est une augmentation de l'incidence du diabète gestationnel avec, selon le degré d'obésité, des risques qui sont compris entre 1,68 à plus de 8. Et au troisième trimestre, c'est l'incidence de l'hypertension artérielle qui est accrue en cas d'obésité. Là aussi, le risque augmente selon le degré d'obésité. Et il y a également plus d'accouchements prématurés et plus d'enfants nés post-terme. L'obésité va également avoir des conséquences pendant le travail, avec une augmentation du risque d'induction du travail et plus d'échecs d'induction, une augmentation de dystocie des épaules et de césarienne. Et ce n'est pas fini parce que dans le postpartum, l'obésité va être également source de complications, avec une fréquence accrue d'hémorragie, une fréquence accrue d'infections, qu'il s'agisse d'endométrite ou d'infection des cicatrices, de déhiscence des cicatrices et de thrombose veineuse. Donc ça, c'est pour la mère pendant la grossesse, mais pour le fœtus, il va y avoir également des conséquences de l'obésité avec un risque augmenté de mort in utero
Et comme vous le voyez dans ce tableau, un risque accru de malformations, donc on ne va pas les détailler, mais il y a les malformations neurologiques, cardiovasculaires et des anomalies de formation des membres. Et tout le monde connaît le concept de programmation fœtale, avec un risque accru de maladie métabolique à l'âge adulte d'un enfant né de maman obèse. Alors bien entendu, il va falloir, l'objectif c'est d'obtenir une perte de poids avant la grossesse pour différentes raisons, et se pose la question de l'intérêt de la perte de poids ou le risque pendant la grossesse. Donc avant la grossesse, en préconceptionnel, il y a une efficacité vraiment démontrée d'une perte de poids, même si elle est minime, de 5 à 10% sur la fertilité. Alors là, il y a de multiples études qui montrent que ça permet une régularisation des cycles, une augmentation des chances d'ovulation spontanée et finalement une augmentation des chances de grossesse spontanée ou même après stimulation. En plus, cette perte de poids va être bénéfique sur les comorbidités de la grossesse. Il y aura moins de risque de macrosomie, une diminution du risque de la prééclampsie et du risque de césarienne. Ce n'est pas le tout, ça va également améliorer les comorbidités de l'obésité que sont le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil et la dyslipidémie. Pour finir, ça aura également un effet bénéfique sur la prise de poids pendant la grossesse qui sera moindre. Donc finalement, on a des objectifs précis d'une prise en charge de l'obésité en préconceptionnel, essayer d'atteindre un IMC inférieur à 35 ou une perte au minimum de 7% du poids, c'est ce qui est démontré dans les études. L'intérêt, c'est aussi de prévenir une prise de poids excessive pendant la grossesse, permettre une réduction pondérale durable à distance de la grossesse et diminuer la morbidité de la grossesse. Alors, une autre question, c'est qu'en est-il de l'évolution pondérale pendant la grossesse et notamment de la perte de poids ? On a une réponse avec cette étude rétrospective américaine multicentrique qui est publiée en 2016. Vous voyez, ça a concerné 10 734 participants. Ce sont des femmes qui étaient recrutées dans 12 hôpitaux. Elles étaient suivies de janvier 2008 à décembre 2013. Et en fait, elles ont été réparties en 4 catégories en fonction du changement de poids pendant la grossesse. Donc, on a la catégorie poids stable qui prenait en moyenne 2,7 kg. 8% perdaient du poids, en moyenne 3,3 kg. La prise de poids recommandée par l'Institut de médecine, c'est plus 7,2 kg. Et 56% des femmes qui avaient une prise de poids excessive, en moyenne 15,9 kg. Et en fait, le but de cette étude était d'évaluer les effets sur le devenir maternel et néonatal sur 12 critères. L'âge gestationnel, la prématurité, les césariennes, le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle gravidique, le poids de naissance, les faibles poids de naissance, la macrosomie, le petit pour l'âge gestationnel, les pertes sanguines, le score d'Apgar et l'hospitalisation en unité de soins intensifs. Quand on compare les femmes qui ont perdu du poids par rapport à celles qui ont eu la prise de poids recommandée, on observe que les enfants avaient un poids significativement plus bas, à moins 63 grammes, qu'il y avait plus de cas de petits poids de naissance, donc c'est-à-dire de moins de 2,5 kg avec un odds ratio à 2. Mais par contre, il n'y avait pas de différence pour le petit pour l'âge gestationnel entre les deux groupes. Et il y avait moins de pertes sanguines, moins 30 ml en cas de perte de poids pendant la grossesse. Donc cette étude remettait en question les recommandations de 2009, dont le principal objectif était de réduire la fréquence des petits pour l'âge gestationnel sans tenir compte des comorbidités. Maintenant, quand on compare les femmes qui avaient pris la prise de poids recommandée et celles qui avaient une prise de poids excessive, on observe sur ce tableau qu'il n'y a pas de différence en termes de fréquence de césarienne et de diabète gestationnel. Par contre, il y a une augmentation significative de l'hypertension artérielle gravidique et de la prééclampsie. Il y a plus de un poids de naissance plus important de 134 grammes et il y a plus de cas de macrosomie définis par un poids de naissance supérieur à 4,5 kg. Donc les conclusions de cette étude sont intéressantes. Ça remet en question les recommandations de l'Institut de médecine de 2009, dont le principal focus était de limiter la fréquence des petits pour l'âge gestationnel sans tenir compte des comorbidités de la mère. Et qu'en fait, quand on y regarde de près, la prise de poids, quand elle est inférieure à 7 kg comme recommandé, va entraîner un petit poids pour l'âge gestationnel que chez les mères de poids normal ou en surpoids, mais pas chez les mères obèses.
Donc, on peut obtenir une perte de poids sans risque pendant la grossesse, sous réserve qu'on suive la femme sur le plan nutritionnel de très près et qu'on suive la croissance fœtale par des échographies rapprochées. Et cette perte de poids pendant la grossesse de la mère obèse, ça aura comme avantage qu'elle aura un poids moindre après l'accouchement, généralement moins 8 à moins 9 kg, ce qui améliore les comorbidités liées à l'obésité. Et en plus, ça va être favorable pour son pronostic pondéral à long terme, puisqu'on sait que la prise de poids pendant la grossesse augmente le risque de rétention pondérale à 18 mois de l'accouchement. Donc, la prise en charge de l'obésité pendant la grossesse et avant, c'est fondamental. Donc, c'est basé avant tout sur une prise en charge médicale de modification du style de vie. Donc, les objectifs à atteindre, c'est basé sur les mécanismes de développement de l'obésité, une alimentation équilibrée qui va nécessiter une prise en charge diététique. S'il y a des troubles du comportement alimentaire, une prise en charge psychologique pendant la grossesse sera très importante. Et bien sûr, tout ce qui est mise en place d'une activité physique quotidienne d'endurance et de renforcement musculaire, ce n'est pas interdit pendant la grossesse. On sera aidé par les enseignants d'activité physique adaptée et la lutte contre la sédentarité. Alors, ce n'est pas si simple que ça hein, quand on prend en charge une femme, notamment qui est dans un programme d'AMP, car en fait, il y a une inadéquation temporelle et les souhaits de la femme ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'équipe soignante. Pour la femme, c'est perdre du poids rapidement pour débuter la grossesse le plus rapidement possible. Mais derrière, il n'y a pas d'objectif pour la santé ni le poids à long terme. Et pour l'équipe soignante, l'objectif, c'est de changer les habitudes d'hygiène de vie durablement, obtenir une perte de poids durable et protéger la santé durablement. Et donc, au final, souvent, dans cette population, il y a un effet limité de la prise en charge médicale en préconceptionnel. Alors, quelques chiffres, seuls 20% des individus perdent 10% du poids en un an dans les études chez les personnes obèses. La reprise pondérale est inéluctable. Vous voyez, 60 à 86% du poids perdu est regagné en 3 ans et 75 à 121% après 5 ans. Alors, ça marche mieux quand c'est réalisé dans des programmes d'éducation thérapeutique, mais quand même, il y a des abandons fréquents. Les traitements médicamenteux, je passerai très vite parce qu'on a des données dans la littérature, mais avec des molécules non commercialisées en France ou qui ont l'AMM en France, mais pas pour l'obésité comme le liraglutide. Alors finalement, on a un nombre non négligeable de femmes qui vont recourir à la chirurgie bariatrique avant une grossesse pour perdre du poids. Donc, on a une controverse sur l'efficacité et la tolérance de la chirurgie bariatrique prégravidique avec des études qui montrent une augmentation des petits pour la gestationnelle, une augmentation de la prématurité, et ce, quel que soit le délai entre la chirurgie et la grossesse. Je vous présenterai juste cette étude publiée en 2018, qui est une méta-analyse de 20 études publiées jusqu'en décembre 2016, études observationnelles avec groupe contrôle qui ont concerné 2,8 millions de femmes, 8300 enceintes après chirurgie bariatrique, et on distinguait différents types de chirurgie. Et le groupe contrôle était appareillé sur l'IMC pré-chirurgie, ce qui permet d'avoir une idée du rôle de la perte de poids induite par la chirurgie, mais également sur l'IMC avant la grossesse, qui permet d'avoir une idée du rôle spécifique de la chirurgie. Très rapidement, les résultats sont ceux-ci. La chirurgie bariatrique est associée à moins de comorbidités médicales, donc hypertension artérielle gravidique, HTA, diabète gestationnel, et ça, c'est associé à la perte de poids induite. Il y a également moins de macrosomie, ça c'est un effet à la fois de la perte de poids et un effet propre de la chirurgie, mais par contre, plus de prématurité de petits poids de naissance, et ça c'est un rôle de la chirurgie. La chirurgie bariatrique, ça entraîne des carences maternelles, avec des conséquences sur le fœtus. Si ça vous intéresse, il y a cette revue qui reprend 28 cases reports sur les différentes carences. En tout cas, ce n'est pas anodin. Donc c'est pour ça qu'il y a un groupe de travail qui s'est constitué en France pour établir des recommandations pour la prise en charge de la grossesse après chirurgie bariatrique. L'objectif, c'était de préciser l'impact de la chirurgie sur la grossesse pour les mères et pour les enfants, et également l'impact de la grossesse sur l'intervention chirurgicale, car il y a des complications spécifiques et une évolution sur le poids. Donc ce groupe s'est réuni entre mai 2016 et 2018 et a répondu à 12 questions majeures qu'on va voir très rapidement. D'abord, par rapport au type de chirurgie à recommander chez les femmes après une chirurgie bariatrique en vue d'une grossesse, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a aucune donnée qui permet d'identifier l'intervention à privilégier. Il faut oublier le fait que la sleeve gastrectomie, ce serait mieux parce qu'il n'y a rien de publié dans la littérature.
Tout ce qu'on sait, c'est que dans tous les cas, c'est une grossesse à risque et prévenir la femme qu'il y a un risque de petit poids pour la gestationnelle. Il faudra éviter par contre toute chirurgie malabsorptive telle que les dérivations qui sont trop à risque. Le délai recommandé entre la chirurgie et la grossesse, c'est au moins 12 mois. Mais si la grossesse survient avant, il n'y a pas lieu de l'interrompre. On va avoir une surveillance plus intensive. La contraception, elle doit être débutée dès le préopératoire. Toutes les contraceptions sont efficaces chez les femmes obèses et on va privilégier celles qui sont réversibles à longue durée d'action, implants et dispositifs intra-utérins. Alors la prise en charge nutritionnelle, c'est un peu plus compliqué. Donc, brièvement, une supplémentation systématique est recommandée, quel que soit le type de chirurgie, à base de multivitamines quotidiennes pendant toute la grossesse et pendant les 12 premières semaines de l'acide folique. Et après, ça va dépendre du suivi nutritionnel pré-grossesse. Si les femmes étaient bien surveillées, on continue leur traitement habituel en veillant à ce qu'elles aient ces 2 vitamines minimum. Et s'il y avait un mauvais suivi, on va ajouter systématiquement fer et vitamine B12. Et après, on adapte selon les résultats du bilan biologique. Ce bilan biologique est bien codifié. On le fait systématiquement en préconceptionnel, puis à tous les trimestres. Vous voyez qu'il y a un package là systématique. Pour ce qui est de la vitamine B1, vitamine A, le sélénium, on ne le refera que dans certaines circonstances de carence. Et pour le cuivre et les vitamines marquées en bleu, ça sera que dans certaines circonstances particulières. Il faut bien spécifier bilan post-chirurgie bariatrique pour que ce soit remboursé pour la vitamine D et le zinc. Et il faut savoir que les dosages de vitamine B1, sélénium, vitamine K, C et PP ne sont pas remboursés. Donc, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas de normes connues pour les valeurs biologiques pendant la grossesse, en dehors du taux d'hémoglobine. On sait que la plupart des paramètres diminuent de 15 à 30% en fonction du trimestre, mais là encore, ce n'est pas très précis. Et on sait que d'autres augmentent, comme la vitamine A et le cuivre, et d'autres restent stables, comme la préalbumine. Donc, pour interpréter, en fait, il faut être très prudent. Il faut tenir compte de ces variations physiologiques pas très précises pendant la grossesse. Donc, on a fait quelques propositions de supplémentation et dans tous les cas, dès qu'il y a un changement de vitamine, il faut contrôler le bilan 1 mois après. Donc, les modalités du dépistage du diabète gestationnel, on évite les tests de charge en glucose sauf en cas de chirurgie restrictive. Donc, c'est basé sur une autosurveillance glycémique pendant 1 semaine, entre 24 et 28 semaines, car sinon, c'est ininterprétable et mal toléré. La prise de poids recommandée pendant la grossesse, c'est celle de l'Institut de médecine. Il n'y a rien de différent. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut savoir qu'il peut y avoir des urgences chirurgicales. Donc, la femme doit être prévenue des signes d'alerte qui nécessitent qu'elle ne consulte pas un obstétrique, mais un chirurgien bariatrique. C'est toute douleur abdominale et ou vomissement inhabituel. La gestion obstétricale, donc l'obstétricien est au centre de la prise en charge. Il doit voir la femme de manière mensuelle et il doit s'être mis en relation avec une équipe pluridisciplinaire et en relation avec un centre spécialisé de l'obésité en cas de pour les complications. Il faut très bien dater la grossesse et donc il peut être nécessaire de faire une échographie supplémentaire vers 8-10 semaines d'aménorrhée et il y en a une systématique à 37 semaines d'aménorrhée pour dépister les petits pour l'âge gestationnel. Dans le postpartum, il n'y a rien de particulier, on privilégie l'allaitement avec les mêmes multivitamines que pendant la grossesse. On fait attention aux AINS qui doivent être évités car notamment dans les chirurgies avec dérivation intestinale, ça peut entraîner des ulcères anastomotiques, donc on essaie de les éviter. Et pour ce qui est de la prise en charge du nouveau-né, là encore, il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir donner des informations précises. On doit prévenir le pédiatre que c'est un enfant une maman qui a été opérée d'une chirurgie bariatrique. Il y a les mêmes supplémentations vitamine D, vitamine K en cas d'allaitement. Et il n'y a pas de recommandation non plus pour le suivi des enfants à moyen et à long terme. Vous pouvez retrouver toutes ces recommandations dans cette publication qui vient d'être obtenue dans Obésité Surgery. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Agnès Salé. Vous pouvez rester avec nous, on va prendre le temps d'écouter vos questions, commentaires ou réactions sur ce sujet spécifique. Et c'est Caroline qui va nous transmettre ça. Oui, on peut s'asseoir, c'est aussi sympa. Prenez un micro. Alors,
Alors, on a une question pour vous. Plus on prescrit des conseils nutritionnels, plus le nombre de personnes obèses augmente. 3 petits points. J'imagine que c'est... Que faire? 3 petits points. Ah, c'est pas très facile comme question. C'est peut-être la façon de les prescrire, d'où l'intérêt sans doute d'être plusieurs à avoir le même discours qui soit plutôt basé à la fois, peut-être pas uniquement sur l'alimentation, mais sur une hygiène de vie plus globale, avec notamment la lutte contre la sédentarité, l'activité physique adaptée, puisque je pense que souvent c'est un petit peu limité à l'alimentation et qu'il y a une fatigue par rapport à ça, mais c'est aussi une problématique plus que de consultation et de prise en charge, c'est un problème de société. Donc, et surtout dans les tranches d'âge, en âge de procréer, enfin on voit bien, hein, dans les dernières études OBEPI, la prévalence de l'obésité, elle diminuait dans tout, où elle testait dans les tranches d'âge, sauf chez les 18-34 ans où elle augmentait. Merci pour cette réponse et pour cette question. J'ai une autre deuxième. Ah, mais oui. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque que je vous laisserai commenter. Il est donc intéressant d'évaluer les effets de la prise en charge bio-psychosensorielle sur la qualité de vie des patients sur le moyen et le long terme. Ça, N'est-il pas? Bah, sûrement, oui, je pense. Après, alors là, on dévie un petit peu, je pense, de la thématique obésité et grossesse, parce qu'en fait, on est plutôt en amont. Parce que nous, quand on nous adresse une patiente, elle vient de la maternité, elle est peut-être dans une démarche de PMA, et on est dans une urgence, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas du tout la même... Enfin, il y a vraiment une inadéquation temporelle avec tout ce qu'on pourrait faire avant dans vraiment la qualité de vie, la prise en compte du contexte, des attentes culturelles, sociales et du vécu de la patiente. Alors que là, elle, ce qu'elle veut, c'est sa grossesse tout de suite. Et donc là, on est loin de pouvoir faire cette approche qui est, je dirais, idéale. Est-ce qu'on prend une dernière question? Non, on va s'arrêter là. Un grand merci Agnès Salé pour votre présence.